تلقى المسكينة اللي سقطت من العار وصرت يبسة يبسة وحزينة راني هايمة ما نعرف وصرت يبسة يبسة وحزينة راني هايمة ما نعرف. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes à nouveau ce soir dans un de ces petits lieux de création culturelle à Paris, petit par la surface, pas par l'intention. Nous sommes au Lavoir moderne parisien qui fête ses 15 ans de vie culturelle. Ce lieu a été initié en 1986 par Hervé Breuil. C'est devenu un laboratoire de spectacle pour les jeunes auteurs. Avant, précédemment, ce fut un lavoir. Il a été construit au milieu du siècle dernier, sur le lieu même où on cultivait la vigne qui a donné le fameux vin blanc du roi, d'où le nom Goutte d'Or. 15 ans de vie culturelle, ça se fête au travers d'une manifestation qui regroupe plusieurs activités culturelles. Ça s'appelle le solfège de la laveuse. Dans les manifestations culturelles qui auront lieu jusqu'à la fin de cette semaine, il y a par exemple cette installation sonore de Jean-Daniel Berclaz. Nous aurons l'occasion de l'entendre tout à l'heure, puisque comme on est dans un lavoir, il y a forcément des bassines et de l'eau qui goûtent. Vous l'entendrez plus précisément tout à l'heure. Un anniversaire qui est important parce que c'est un anniversaire qui permet de faire le bilan et qui permet de faire que des subventions publiques ou privées puissent à nouveau arriver pour que l'activité qui est initiée ici puisse se poursuivre. Deux invités ce soir dans Des mots de minuit. Cynthia Fleury, vous êtes philosophe, docteur en philosophie. Vous avez 25 ans. Donc vous avez quasiment un parcours sans faute. 26. 26, vous me l'avez dit avant de commencer l'émission, vous avez grandi depuis tout à l'heure. Bon. Et face à vous, Manuel Poirier, 4e long métrage, 5e, j'ai tout faux, bon, et on ne recommencera rien. 5e long métrage. 6. 6e long métrage, bon, on va en trouver un 7e d'ici la fin de l'émission. Ça commence avec quoi? Non, 5e, pardon, 5e. Ah, voilà. J'étais sûr parce que je suis déjà dans le un partout balle au centre. Deuxième partie de l'émission avec Dominique Mie. On parlera du festival Création Musicale. Dominique Mie est chef de chant. On parlera du festival de création musicale Présence 2001. Ça se passe à Radio France et ça dure jusqu'au 18 février. Il s'agit de promouvoir toutes les formes de la musique et de la création contemporaine. On va donc commencer avec vous, Cynthia Fleury, pour une thèse de doctorat qui est devenue un livre aujourd'hui aux éditions Descartes, qui est une métaphysique de l'imagination. Avant d'essayer de pénétrer plus avant dans votre livre, j'ai une question à vous poser, qui est la suivante. Est-ce que la paix intérieure est possible? Ça me fait rire. Sans doute, je l'espère. En tout cas, ça a été un de mes travaux il y a, je ne sais plus, 5 ans, 6 ans. C'était une grande question que je me posais à l'époque. Ce qui est certain, c'était le sous-titre, entre guillemets, de ce travail-là, c'était inquiétude et conquête. Donc en tout cas, la paix était directement liée à l'inquiétude. Et il fallait travailler autrement l'inquiétude, lui donner une dynamique différente, belle, on va dire, pour accéder à la paix intérieure. Est-ce qu'on est dans l'ordre intellectuel ou est-ce qu'on est dans l'ordre d'un questionnement existentiel intime? Les deux, parce que je crois que justement, et là on revient à métaphysique de l'imagination, quand on travaille l'âme, on travaille la raison et le désir. C'est ça, c'est-à-dire que c'est la confrontation que les philosophes essayent d'éviter, essayent de scinder. Et c'est justement cette confrontation qui est assez énigmatique, mais qui est véritablement le lieu d'une grande connaissance, mais d'une connaissance qui peut être vertigineuse, qui peut être le lieu d'une chute aussi. Ou le lieu de la rencontre avec Dieu. Le lieu de la rencontre avec Dieu. C'est
C'est cette confrontation entre raison et désir, et c'est forcément un lieu de l'intellect et de l'existentiel. Oui, forcément. Est-ce qu'on est, donc quand vous dites c'était il y a 5 ans, donc quand on a 21 ans, est-ce qu'on est immédiatement dans cette conjugaison? Ou est-ce qu'on est d'abord dans le questionnement personnel qui fait qu'on peut retrouver les études qu'on fait et essayer de les aboutir ou de les pousser plus avant? Finalement, contrairement à ce que vous dites, c'est presque raisonnable. Ah, c'est très raisonnable. D'avoir peur et d'aller chercher une réponse dans la philosophie. Ah non, mais la raison, c'est le lieu du raisonnable, c'est le lieu du rationnel, c'est le lieu de l'irrationnel, c'est vraiment toutes les conjugaisons, pour reprendre votre terme, de l'intelligence, de l'intellect agent, de l'intellect patient, on va dire. Sauf qu'en même temps, vous allez chercher l'imagination, ce qui est quand même se positionner hors la raison, ou en tout cas à la périphérie de la raison. Alors justement, le travail que j'ai cherché à faire, chez les Occidentaux, dans la philosophie occidentale, l'imagination fait la folle. L'imagination, elle divertit. On retourne chez Pascal. On la tient à distance. Voilà, on la tient à distance justement parce qu'elle nous met dans un état d'émotion grandiose et fatale pour le sujet. Moi, mon travail, il a été justement de montrer qu'on était dans une imagination qui était noétique. Noétique, ça voulait dire cognitive, c'est-à-dire liée à la connaissance, liée à la vérité, et liée forcément justement à un travail intellectif, de profondeur, de raison, mais également que l'imagination ouvrait sur la création et sur l'éthique. Pourquoi dites-vous que la création est âme ? L'imagination est âme? Parce que c'est un peu une grande question. Disons que pour tourner autrement votre question, je dirais que le sujet est seul. Il est solitaire. Mais qu'en vérité, cette solitude, c'est l'état d'une création, ce n'est pas un état de fait. Vous devenez un véritable sujet lorsque vous commencez à créer votre solitude. Lorsque votre solitude, elle n'est pas le fait d'un isolement comme ça jeté, mais elle est le fait d'une création, elle est le fait d'une œuvre. Alors bien sûr, la solitude amène à créer des choses, mais ce n'est pas ça que je veux dire. C'est que votre propre solitude est à créer et c'est ça qui fait votre subjectivité. Donc dans ce sens-là, l'âme est création, si je peux répondre. Vous écrivez, c'est par la désappropriation que l'âme crée. C'est sans doute l'expérience la plus limite de l'imagination créatrice. L'ouverture de l'artiste laisse sa place à l'ouvert, il s'ouvre à la plus grande des aventures, celle qui se déroule sans lui. Proust cède la place à Rilke qui accepte que quelque chose lui échappe totalement. Peut-être faut-il abandonner la saveur de la Madeleine à son mystère et considérer la temporalité comme une énigme. D'ailleurs, la découverte du temps à l'état pur n'est pas celle d'un objet déterminé, elle inaugure une exploration nouvelle, celle d'un espace surdimensionné où l'âme n'imagine qu'en cessant volontairement d'imaginer. Ça suppose un abandon fort, incroyable. Ça suppose une confrontation forte. Donc, dans la confrontation... Mais se laisser aller. Hein, Oui, tout à fait. Alors, pour reprendre Rilke, il conçoit le réel comme l'ouvert. L'ouvert, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui n'est pas systématique, c'est ce qu'on ne peut pas synthétiser. Il dit dans Les Élégies de Duino, vous êtes face au réel, vous voulez l'attraper, c'est-à-dire vous voulez le connaître, vous voulez le circonscrire d'une certaine façon, et puis il vous échappe et surtout vous vous fragmentez vous. C'est-à-dire que plus vous voulez synthétiser le réel, plus vous-même vous tombez en fragments, parce que c'est quelque chose d'impossible. Ce qui est intéressant chez Rilke, c'est que l'infini est directement lié à la finitude du sujet. C'est-à-dire que vous, d'une certaine façon, ce qui vous apparaît, vous ne pouvez pas être conscient ou connaissant de ce qui vous apparaît sans comparaître vous-même. C'est un vrai face-à-face entre les deux. Alors, la quête de l'imagination, c'est l'autre, en tout cas c'est la confrontation avec l'autre, donc on part de l'imagination et on va aller, enfin votre imagination, la vôtre, la mienne, la sienne, on va aller dans ce lieu qui est un non-lieu, mais qui est un lieu magique, qui est un lieu qui pour vous est un lieu de création de réel. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut... Alors, c'est vrai que, encore une fois,
pour revenir à ces chers occidentaux, la majorité du temps, l'imagination, c'est lié à la fantaisie. C'est la fantasia, c'est l'illusoire, c'est l'éphémère, c'est le divertissement, c'est ce qui vous sort de la route. Alors on sort souvent de la route ici, mais au contraire, c'est ce qui nous axe, c'est ce qui nous oriente. Et là, je ne vais pas faire de jeu de mots, mais Occident et Orient. Donc, par rapport donc à cette désorientation, je ne sais plus la question. On allait vers ce lieu, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans l'imagination, on arrive à un endroit où on est confronté à l'autre. L'imagination, c'est la majorité du temps considéré, oui, de la fiction, c'est lié à la fiction. Là, le monde imaginal, alors il y a un côté latin sans doute justement pour protéger et pour intellectualiser cette imagination. Le monde imaginal, c'est un lieu non-lieu où effectivement l'âme advient, l'âme fait événement. Donc forcément, elle advient au réel. Il y a une création de réel puisque c'est là où elle va, je dirais, faire événement, faire histoire, exister. Donc c'est très concret. Alors, sans essayer de faire l'exégèse en quoi que ce soit de ce travail fort, on a aussi des notions très importantes qui sont les notions d'Occident et d'Orient. Donc, quand on s'engage dans cette itinérance, dans ce chemin-là, forcément, on est très vite confronté à l'Orient et on se libère du carcan occidental. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant par rapport à l'Orient et l'Occident, c'est déjà de dire que c'est plus des pôles géographiques. C'est plus aussi simple que ça. C'est des pôles métaphysiques, c'est-à-dire que la pensée va d'Occident en Orient et d'Orient en Occident. L'Orient, pour l'âme, c'est le lever de la connaissance de soi. C'est un lieu d'épiphanie, c'est un lieu où... De fait. Oui. C'est un lieu de fête, à la fois d'essence et du sens, si on veut. C'est un lieu de révélation et encore une fois d'intellect, c'est les deux. C'est cette confrontation énigmatique, très étonnante. Donc ça, c'est le lieu de l'Orient. Et alors là où c'est intéressant, c'est que l'on se rend compte que, par exemple, des Occidentaux, concrètement parlant, physiquement parlant, sont des Orientaux. Rilke est un Oriental. Éminemment. C'est lorsqu'il nous demande d'être face au tremendum de l'ouvert. Le tremendum, c'est ce qui vous déstabilise, c'est justement la tuile. Par exemple, la tuile ou l'énigme, tout simplement, du réel. L'énigme. Toujours accepter l'énigme, dites-vous. Voilà, oui, parce que l'énigme, si vous voulez, c'est cette dimension d'inconnu, et on pourrait faire un joli trait d'union entre le 1 et le connu, et là, tout d'un coup, le connu apparaît. C'est-à-dire, l'énigme, c'est vraiment la puissance infinie du connu. C'est ce qui pousse le connu vers son infini, c'est-à-dire vers sa soif de connaissance. C'est ce qui anime le connu. Donc c'est absolument pas obscur, mystérieux, flou. Non, c'est un lieu de future adéquation. Dernière question avant qu'on reprenne votre livre et qu'on s'en sert peut-être comme un outil de présence à notre vie. Tout au long de son islam iranien, Henri Corbin, c'est l'un de vos maîtres, multiplie les citations où les ultimes fidélités sont décrites. Elles expriment la volonté d'un savoir éthique, d'une rencontre d'amour entre l'au-delà, l'intelligible ou la divinité et le fidèle. Elles sont ainsi nommées parce que c'est là où s'éprouve la valeur du fidèle, là où il apprend à connaître et à distinguer les théophanies de la face. Un petit mot d'explication, c'est l'accès à Dieu et c'est la rencontre possible entre l'individu et l'au-dessus. Alors, ce qui est, encore une fois, c'est cette notion du face-à-face. Le face-à-face, c'est effectivement la rencontre entre moi et Dieu. Mais Dieu, c'est une face, c'est-à-dire que... c'est un lieu de manifestation, c'est-à-dire que, si vous voulez, c'est difficile parce que on est en même temps, c'est-à-dire qu'on fait face à Dieu, mais Dieu philosophique, et la face que l'on offre à Dieu est la face avec laquelle Dieu s'offre à nous, d'où le face-à-face. Parce que bien évidemment qu'il n'y a pas une équivalence entre le sujet et le grand un ou Dieu. Il n'y a pas d'équivalence. Il y a une disproportion totale, au contraire. Il y a une distance immense. Et pourtant, dans cette distance, il y a une grâce qui fait qu'à un moment donné, le face-à-face est possible par l'intermédiaire d'une face qui est commune. Et c'est le lieu de la métaphysique de l'imagination. C'est ça c'est la quête.
Alors, on a essayé, on voit bien que c'est quelque chose de difficile. Est-ce que la question de la transmission se pose à vous? Vous êtes moins dans la volonté d'enseignement que dans la volonté de recherche. Alors ça c'est vrai. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne me sens pas à la vocation d'un professeur, mais en même temps la transmission est un grand souci chez moi. Et ce livre, au contraire, j'ai essayé de le baliser, de créer beaucoup de relais. Alors la transmission, elle est difficile parce que c'est une lecture difficile, mais en même temps c'est une lecture qui est jalonnée de plein d'indices, de plein de signes. Et on peut être plus ou moins sensible à un signe. Si on n'est pas sensible au premier, on peut être sensible au second. Il y a différents seuils. Et ce qui est difficile dans la vie, c'est certain, c'est difficile déjà de trouver les seuils, mais ce qui est difficile, c'est de les passer, entre guillemets. Et donc, il y a un passage à l'acte, effectivement, qui est, bon, le lecteur a un passage à l'acte à faire. Mais le souci de transmission est essentiel chez moi, au contraire. C'est d'abord parce que je me sens moi-même inscrite dans un relais de philosophie, Vous travaillez au CNRS, hein, vous êtes associé à des travaux au CNRS. Et c'est exactement, ça participe de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une filiation, une convivialité qui s'installe entre les auteurs que je cite et moi. Comment sortez-vous de cette puissance à raisonner? Comment en sortir? Je ne sais pas d'ailleurs si je peux en sortir. Comment en sortir, c'est-à-dire? Comment est-ce que ça devient un outil au quotidien? Comment ça devient un outil? Justement, quand on n'en sort pas, c'est-à-dire quand on travaille au cœur du sujet. Ce qui est difficile dans la métaphysique de l'imagination, c'est d'accepter de faire de son vécu un lieu de connaissance, un lieu d'histoire. C'est-à-dire que tout d'un coup, il faut que à chaque fois qu'on pense, ce soit un événement. Donc, un événement, non pas dans le sens... Et vous l'avez toujours intégré comme ça? C'est-à-dire que vous avez fait de brillantes études, toujours mention très bien quand on regarde un peu les différentes étapes que vous avez franchies. Et donc, cette machine fonctionne tout le temps? Elle fonctionne, oui, tout le temps. C'est pas, disons qu'elle a son tempo, mais oui, ça a toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire que ce qui est terrible pour moi, la philosophie chez moi est liée à une insuffisance, à une première douleur qui est que lorsqu'on a une idée, ce qui est terrible, vraiment dur, c'est qu'elle n'arrive pas à terme, c'est qu'elle se gâche, c'est qu'elle n'ait pas lieu. C'est la vie? Oui, pour certains c'est la vie, mais pour moi c'est vraiment un deuil. Donc j'ai envie. Donc au surtout contraire, ne pas laisser mourir l'idée. Oui, c'est ne pas laisser mourir l'idée. Il y a une gloire de l'idée et je travaille pour ça, c'est tout. Alors après on y arrive pas, ça c'est pas mon problème. Mon problème c'est juste de tenter de survivre à ça. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous êtes, quand on parle de la métaphysique de l'imagination, est-ce que vous êtes près de la notion d'inespoir que Comte Sponville va par exemple chercher chez des gens, des mystiques orientaux comme Prajnanpad, etc. Est-ce que... Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout liée à cette notion. Parce que c'est aussi, en même temps, enfin, même si on a essayé de décrire le lieu dont vous avez parlé tout à l'heure, on se sent très proche des philosophies orientales et des mystiques. Donc oui. Cet état d'ouverture, mais en même temps cet état de non-intérêt. Alors, je dirais effectivement qu'il y a mais c'est pas du désespoir, au contraire. C'est-à-dire qu'il y a un état de non-intentionnalité. Ce que dit Comte Sponville, c'est pas du désespoir, c'est de l'inespoir. Oui. Alors, de l'inespoir, bon, pourquoi pas. Mais disons que, oui, c'est vrai que c'est un lieu où l'intentionnalité, la volonté de réciprocité sont abandonnées. C'est-à-dire qu'on cherche, on est dans un état... Méditatif, d'attente. Alors, pas d'espérance, parce qu'à partir du moment où l'on espère, on rentre dans un système. On est dans un lieu du don.
plutôt, du don de soi et effectivement d'une désappropriation. Blanchot aurait dit du désœuvrement, et c'est ça qui travaille Donc, à possibilité de l'œuvre. recevoir l'autre. Exactement, une possibilité enfin de se faire bousculer par l'autre. Jabès disait quelque chose de très très beau par rapport à ça. Il dit le rapport entre l'un et l'autre, c'est du niveau du miracle et de la blessure, voire du miracle de la blessure. C'est-à-dire qu'il faut véritablement se faire traumatiser par l'autre pour comprendre ce que c'est que l'autre et que soi. Voire aimer. Parce que l'amour Voilà, est là. là, on est en plein, l'amour est là. en plein Je sujet. vais vous faire écouter un pote à vous, c'est Gaston Bachelard, 1884-1962. Alors, je ne sais plus où il le dit, je vais retrouver une fiche, voilà. C'était 5 colonnes à la une, 5 colonnes à la une qui s'intéressait à Bachelard, formidable, c'était en décembre 61. On va l'écouter, il réagit à la question « Le philosophe est-il à l'abri des passions ainsi que de l'organisation de la vie quotidienne ?» Autrement dit, comment confronte-t-on l'intellectuel au vivant? Gaston Bachelard. J'ai l'impression qu'un philosophe sait mieux vivre que les autres, Mieux vivre, pourquoi? qu'il est à l'abri des, Des quoi? Pas je l'abri. sais pas, hein, Mais des pas- passions. Mais non, de- mais non, hélas, il n'est pas toujours l'ami des passions, n'est-ce pas? Ou alors il a peut-être l'infortune de ne pas en avoir. Oui? C'est une coquetterie, mais qui ne répond pas à la question. Non, 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 la vie et le travail de la pensée sont des choses qui ne sont pas absolument cohérentes. Quand je suis en train de lire un livre de philosophe, eh ben, ma foi, je suis à ma lecture. Et alors après, mais ça ne m'empêche pas de vivre comme n'importe qui, comme un bon citoyen, comme un bon père de famille, comme un bon travailleur dans ses fonctions. Vous voyez? Vous voulez absolument me coller l'étiquette des philosophes comme une espèce de rêveur écarté de toutes les difficultés de la vie. Mais, Moi, je ne veux pas, mais c'est une idée populaire des philosophes. mais non, il faut la rectifier. Alors, Bachelard, c'est une filiation aussi. Enfin, Oui, c'est une filiation imaginaire en tout cas, mais non, bah, d'abord je trouve qu'il est magnifique. et puis, et surtout, ce qu'il explique, c'est que bon, la philosophie, c'est le truc. Ah ben, la tour d'ivoire, c'est pas effectivement à la base, c'est faux. Je dirais que le philosophe a le sens des réalités et le sens du réel. Donc, Alors, en ce qui vous concerne, c'est la pâtisserie. oui. Mais alors, ouais, la pâtisserie, j'ai d'autres sens quand même. J'ai d'autres sens de réalité. c'est- Hein. Mais dans la c'est mignon. pâtisserie, ce qui est intéressant dans la pâtisserie, c'est le côté consciencieux de la chose. Alors il y a le côté sucré, tout ça, mais il y a le côté minutieux, architecte, on pose bien les choses les unes sur les autres. Donc l'air de rien, c'est encore un peu conceptuel et cérébral chez moi, la pâtisserie. Voilà, vous êtes c'est syndrome Tetris, hein, c'est Ouais, c'est un monter peu d'emboîter. exactement. Oui, je joue beaucoup à ça aussi. Comme ça. Comme quoi. Quand êtes-vous désordonné? Quand vous faites de la moto? J'essaye pas trop parce que je me casse la figure sinon. J'ai eu un accident il n'y a pas si longtemps que ça. Non, la moto, non, j'essaye au contraire d'être de faire attention. Je suis désordonnée, jamais, quand je dors peut-être. Je suis pas, à la base, je suis pas désordonnée. J'aime êtes alors l'ordre et disons que dans l'ordre, il y a une dimension, je dirais, chaotique qui est intéressante et qui pour moi est de l'ordre. Seulement quand vous dormez, vous rêvez et le rêve castre l'imagination. Enfin, en tout cas, le rêve. Mais alors, Bon, si je vous ai lu, hein, mais disons que c'est c'est vrai que mon imagination, elle est pas liée encore une fois au rêve. Elle est elle édifie. Elle est donc d'où son rapport au lieu. C'est quelque chose. Définitivement, quelque chose se construit dans l'imagination. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il y a un effet de construction, il y a souvent de l'ordre parce que sinon, ça s'écroule. vous avez aussi d'autres activités puisque vous êtes productrice de télévision, de cinéma. Vous aimez le cinéma, vous aimez les westerns. Et c'est pas J'adore pour les plagier westerns, oui. Emmanuel Poirier, mais les vrais westerns, pas comme ceux qui se passent à la Pointe-Bretagne. Ça, c'est quelque chose qui vous est venu comme ça. Pourquoi est-ce que Pourquoi j'aime les ça westerns vous défoule?
J'aime les westerns parce que par rapport à votre première question qui était liée à l'existentiel, c'est très existentiel le western, c'est la vie, la mort. La violence doit être. Oui, enfin, c'est souvent, l'air de rien, peu violent, c'est souvent très symbolique, très évident. Puis j'adore les archétypes. Par exemple. J'adore Clint Eastwood, mais avant Clint Eastwood, j'adore John Ford. Enfin, le western, c'est vraiment la confrontation des sujets. Très souvent, on a des singularités qui s'affrontent. On a le shérif qui est seul contre le reste du patelin. Il y a des... Prenez le train sifflera 3 fois. C'est véritablement la quête du sujet, très souvent. Donc les westerns, c'est lié à ça. Puis en plus, j'adore la couleur, les grands espaces. Donc tout ça se lie. Comment est-ce qu'on peut être philosophe et producteur ? Est-ce que l'un ne mange pas trop de l'autre ? Comment Les deux sont scindés. Les deux sont scindés. Non. Vous avez un temps pour chaque chose. Non. Une dernière question pour conclure. Quand j'aborde votre livre, mon souci a été de me dire comment est-ce que je peux m'en servir comme outil pour voyager. Et je me disais, donc je vais faire comme dit Cynthia Fleury, c'est-à-dire que moi-même je vais amener mes propres outils. Et je pensais à ce livre qui s'appelle Longue marche de Bernard Olivier. Bernard Olivier est un retraité qui veut refaire la route de la soie et qui marche et qui dit la chose suivante, et je trouvais que finalement ceci était assez proche de votre démarche à vous, mais sur un plan purement randonnée. Il dit, comme l'an dernier sur la Meseta espagnole, alors que je me rendais à Compostelle, je tutoie le divin. Il y faut, pour ce qui me concerne, 3 modalités réunies. Tout d'abord, un état parfait de solitude. C'est la condition première essentielle pour s'envoler dans les nuages. Il faut, pour s'approcher de l'autel, choisir également l'immensité. Amoureux de la montagne, j'imagine que la mer peut, pour quelques privilégiés, offrir le même infini. Enfin, la dernière condition primordiale tout autant est qu'entre le corps et l'esprit, l'accord parfait s'installe. Dans la marche, lorsque les muscles adaptés comme lubrifiés par l'exercice quotidien atteignent à cette température idéale qui se manifeste par une légère transpiration, que les articulations bien huilées se prêtent sans effort aux accidents du parcours, alors une alchimie mystérieuse met le corps en lévitation. Et je me disais que ça s'approchait... Oui, ça s'approche. Juste par rapport à la solitude et puis votre première question sur la paix intérieure, la démarche plotinienne de base, c'est aller seul vers le seul. Donc on est totalement au cœur du sujet. Et puis effectivement, pour rejoindre Corbin qu'on citait tout à l'heure, Corbin, le monde imaginal, pour lui, c'est le lieu où le spirituel se corporalise, on va dire, et le corporel se spiritualise. Donc vraiment une alliance. L'intelligible rencontre le sensible et le sensible rencontre l'intelligible. Imaginal, mot impossible à trouver dans les dictionnaires, sauf dans une définition biologique qui concerne l'insecte à maturation sexuelle. Oui, donc alors, disons que c'est effectivement, on ne le trouve pas dans les dictionnaires, on le trouve dans l'encyclopédie. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est... Je n'ai pas acheté l'encyclopédie. Oui, non, mais c'est une pure invention. Donc, c'est une pure invention. Corbin avait utilisé justement, il avait appelé ça Mundus Imaginalis. Et c'était justement pour se protéger de l'imagination fantaisiste, illusoire, fictionnelle, et essayer de lui donner ses lettres de noblesse parce qu'elle était bien attaquée dans l'Occident. Donc, d'où imaginal. Il fallait trouver un nouveau terme pour un nouveau concept. Manuel Poirier, qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit Cynthia Fleury ? Ça va très vite. J'ai entendu énormément de choses. À chaque fois, j'entendais quelque chose, j'aimerais bien intervenir, mais ça passait. Par exemple, dans une des premières questions que vous avez posées sur est-ce que la paix intérieure est possible, vous avez répondu oui. Moi, j'ai envie de vous dire combien de temps, quoi. Parce que la paix intérieure, elle n'est pas là et elle reste là. C'est combien de temps Une suspension. C'est véritablement le temps d'un suspens. Mais le suspens, c'est... Après, vous faites tout ce que vous voulez du suspens. C'est la matière d'une œuvre, c'est la matière d'une rencontre avec quelqu'un, d'un amour. Donc, c'est une nourriture immense, c'est une grande semence. Mais effectivement, à la base, c'est petit. Enfin, je crois. C'est tout petit. C'est-à-dire qu'il peut y avoir toute une partie de la vie qui est faite pour ça. Et au moment où elle arrive, c'est des instants comme ça qui... C'est de la ponctuation, mais de la ponctuation qui est le souffle suprême.
Et alors, moi, ça me rend curieux, vous, par exemple, par rapport à votre paix intérieure, à vous en êtes où avec tout ce que vous avez dit? Alors, j'en suis. Je suis un être en grande inquiétude, en perpétuelle vigilance, donc a priori je devrais répondre, je n'en suis pas loin. Mais en même temps, il y a encore une fois, il y a des moments de conscience de soi, des moments de grâce qui font que, à un moment donné, on touche à une évidence de soi qui est un ressenti du sujet. C'est comme si on advenait à soi. Ça dure 2 secondes, 3 secondes, et il y a une sensation mais magnifique de liberté où on goûte, mais vraiment, hein, la liberté. Ça m'est arrivé 2-3 fois où je me suis dit, mon Dieu, ça y est, j'ai goûté quelque chose et plus jamais je veux revenir en arrière. Moi, pour être un petit peu plus personnel, j'étais une enfant très heureuse d'être enfant, avec absolument pas du tout la volonté de grandir. J'étais bien vraiment, c'était magnifique, quoi. Et puis, plus tard est arrivée la liberté, la souffrance, en tout cas la rencontre avec ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais voulu retourner en enfance. J'ai aucune nostalgie de l'enfance. Donc, la paix, elle est là d'une certaine façon, dans la douleur, dans la liberté, dans le choix, dans la décision, dans le fait de faire acte. C'est ça. Parce que j'ai l'impression aussi que c'est une sorte de recherche de concilier en fait l'inconciliable quand vous parlez par exemple du raisonnable et puis à la fois de l'abandon. Que en fait la paix intérieure, elle n'est pas possible s'il n'y a pas... S'il n'y a pas une tension. Voilà. Oui, sans doute, oui. Et que d'un seul coup que l'abandon ne dérange pas tant que ça le raisonnable et que le raisonnable n'enferme pas tant que ça l'abandon. Et qu'à un moment donné, il peut y avoir un moment de grâce où ces deux choses-là existent en même temps, mais que ça me paraît être quelque chose de très fugitif. C'est totalement fugitif. C'est du domaine même de l'exil, si on veut pousser la fuite. Mais c'est effectivement du domaine de la dynamique. C'est-à-dire que la paix intérieure, c'est pas le repos de ceux qui dorment. C'est quelque chose de dynamique. C'est du travail, c'est du labeur. Ça, j'aime beaucoup quand vous dites qu'il faut apprivoiser l'inquiétude. Oui. C'est des choses. Et je me suis retrouvé dans plusieurs choses que vous avez dites, et notamment dans le rapport à l'imaginaire, sur une sorte de construction de soi-même, c'est-à-dire de ne pas avoir l'impression de s'évader n'importe où, n'importe comment, mais que c'est plus un renvoi à soi-même par rapport à, pas un échappatoire, mais à quelque chose qui se met en place pour aller ailleurs, et aller dans un ailleurs en restant vraiment soi. Quoi. Exactement, oui. Tout à fait. Il y a une délocalisation pour se rencontrer. Rilke disait justement, à partir du moment où on attend trop d'une rencontre avec le réel, eh ben on fait cesser l'afflux des origines. C'est-à-dire que tout d'un coup, on n'accède plus à rien. Donc il faut apprendre à se délocaliser, à aller voyager.